Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo où aujourd'hui on va parler du 1903 A1 dans sa version USMC. Alors brièvement sur le 1903 car on va plutôt parler dans cette vidéo des versions de Sniper. Le Springfield 1903 est donc le remplaçant du Krag-Jorgensen américain. Durant la guerre américano-espagnole de 1898, les troupes US font face au Mauser 1893 et son système de clip. Le Krag et son système de demi-capsule semblent dépassés face à la rapidité de rechargement du Mauser. Sans parler de la cartouche du Krag, jugée trop faible. Si vous voulez en savoir plus sur le système du Krag, j'ai fait une vidéo sur la version danoise. Donc l'armée américaine va décider de changer le fusil pour remplacer ces Krag-Jorgensen, finalement adoptés il y a peu, mais qui semblent déjà dépassés par ce qui se fait à ce moment-là. Alors oui, on lit partout que le 1903 est un Mauser américain, et c'est vrai. Grosso modo, le système de verrou de la culasse par deux tenons à l'avant est identique. Même les clips ont été copiés à tel point que le gouvernement américain devra verser des royalties à la firme allemande. Au début, le Springfield M1903 possédait une baïonnette en pique, mais qui sera remplacée rapidement dès 1905 par une épée baïonnette. La même année, la hausse est elle aussi changée car de base elle était réglée pour 500 mètres, ou 547 yards en réalité. Ce qui est quand même très élevé et pas du tout pratique pour une visée rapide. La distance sera donc diminuée à 300 yards. Enfin, la cartouche. Si au tout début de l'expérimentation, la nouvelle cartouche sera à bourrelet comme le 30-40 Krag, celui-ci sera évidemment supprimé puisque le fusil utilisait des clips. Finalement, c'est une balle de 220 grains qui sera adoptée, simplement nommée 30-03, 30 pour le calibre 30, et 03 pour l'année d'adoption. Vous vous en doutez, la cartouche va changer à nouveau en 1906 pour devenir celle qu'on connaît aujourd'hui, le 30-06. Alors pourquoi ce changement? Eh bien pour les mêmes raisons que toutes les autres armées du monde. C'est que la France adopte la balle D en 1898, donc pointue, qui améliore grandement les performances balistiques. L'Allemagne suivra rapidement en 1903 et les US feront de même, cette fois-ci avec une balle de 150 grains, avec une nouvelle poudre aussi qui chauffait moins les canons. Cette nouvelle cartouche est donc la 30-06, utilisée durant la Première et la Seconde Guerre mondiale jusqu'en Corée et même au Vietnam. Un truc important à savoir si vous voulez acheter un Springfield 1903, c'est de s'intéresser de près à son numéro de série. En fait, les boîtiers des 1903 auront un traitement thermique différent à partir de 1917 ou 1918. Selon s'il a été fabriqué chez Springfield ou Rock Island. Pourquoi ce changement? Eh bien, il s'est avéré que les boîtiers fabriqués durant le conflit et donc fabriqués en masse par des ouvriers pas forcément bien qualifiés car la demande était énorme, eh bien ces boîtiers se sont avérés beaucoup plus fragiles que les autres. Ce qu'on sait, c'est que le traitement a changé autour des numéros 750 000 à 800 000. Donc si vous voulez tirer sereinement avec votre 1903, je vous conseillerais d'éviter les numéros inférieurs à 800 000 pour Springfield Armory et 290 000 pour Rock Island. Ou du moins d'éviter clairement les années de production de la Première Guerre mondiale. Ce que je vous dis n'est pas une généralité et tous les 1903 fabriqués avant 1918 ne sont pas à mettre à la poubelle. Mais au moins vous savez que le traitement des boîtiers a changé à ce moment-là et qu'il est bon d'être au courant. Alors que maintenant j'ai présenté rapidement le fusil 1903, arme très prisée des tireurs sportifs, on va s'intéresser aux deux modèles que je vous présente dans cette vidéo et on va reparler d'une thématique que j'ai déjà abordée sur la chaîne, les snipers durant la Première Guerre mondiale. Lorsque les Américains débarquent en 1917 en France pour prendre part au premier conflit mondial, on ne peut pas dire qu'ils sont bien préparés.
Certes, ils ont leur Springfield 1903 et leur Colt 1911 qui sont tous deux d'excellentes armes, mais leur équipement personnel n'est pas adapté au combat dans les tranchées, sans parler du manque de fusils mitrailleurs, de canons, de chars, etc., qui seront d'ailleurs fournis par la France. Néanmoins, la question d'équiper le 1903 avec une lunette était déjà engagée depuis la création de l'arme. L'idée était de tester différentes optiques auprès des troupes, d'en adopter une et de fournir un 1903 avec une lunette aux tireurs expérimentés après une sélection. C'est tout de même très précurseur dans le domaine des tireurs d'élite car même les Allemands à la même époque sont très loin d'avoir les mêmes pratiques. Et même des tests seront faits sur la base du Krag-Jorgensen avec une optique de chez Cataract Tool Company dont il n'existe que 2 exemplaires au monde. Mais point important, les snipers ont vu le jour dans l'armée américaine durant la guerre de sécession. Des tireurs étaient sélectionnés justement pour leurs aptitudes au tir et ils possédaient des fusils différents de l'armée régulière. Certains, notamment dans l'armée confédérée, ont utilisé des fusils équipés de lunettes. Donc aux USA, le tir de précision était déjà en vogue. Ce point se vérifie surtout chez les Marines. Car oui, il y a l'armée régulière de l'autre et les Marines, qui sont certes dirigés durant la Première Guerre mondiale par le même général, le général Pershing, mais qui restent 2 corps différents. Et chez les Marines résidait une véritable tradition du tir de précision. Tant et si bien que même si les tireurs américains manquaient d'expérience en 1918 par rapport à leurs camarades canadiens qui étaient déjà là depuis 4 ans, il n'en restait pas moins d'excellents tireurs. Pour en revenir sur les optiques, la lunette qui sera sélectionnée est la Warner & Swasey M1908. Donc oui, en toute logique, adoptée en 1908. C'est une lunette prismatique avec une puissance de x6. Prismatique donc pour gagner en compacité. Sauf que la lunette n'offre pas que des avantages dans son utilisation. Le champ de vision est trop faible et la puissance trop forte, ce qui veut dire que le tireur verra peut-être bien sa cible, mais pas l'environnement de sa cible. Elle est aussi trop lourde, et en position latérale sur le fusil pour justement laisser l'utilisation des clips, ça déséquilibre l'arme et empêche le tireur de positionner correctement sa joue sur la crosse. La lunette est aussi trop sensible au choc, et surtout à la poussière. Et enfin, la bonnette de tir en caoutchouc est beaucoup trop dure, ce qui rend son utilisation très désagréable. Mais elle offre l'avantage de débarrasser le champ de vision du tireur de la luminosité et de donner la bonne distance à respecter entre l'œil et l'optique. Vous allez me dire que ce choix était mauvais, ce qui n'est pas faux, mais à cette période, il n'y avait pas non plus beaucoup de lunettes disponibles sur le marché. Une version améliorée de la Warner & Swasey apparaîtra en 1913 pour augmenter les capacités de la lunette à retenir la lumière et la puissance sera réduite à 5,2. C'est cette version que je vous montre actuellement dans la vidéo et qui se rencontre le plus fréquemment. Comme vous pouvez le voir, la bonnette n'est pas du tout agréable à utiliser. Là, Théo le fait pour la démonstration, mais la plupart du temps, les snipers qui utilisaient cette lunette balançaient la bonnette car elle était simplement inutilisable correctement. Le réticule de cette lunette est une simple croix très fine. Par contre, on note à l'intérieur, à gauche, 3 traits horizontaux. Ils permettent au tireur d'estimer la distance d'une cible. Ce système est assez commun aujourd'hui, on le retrouve par exemple sur les lunettes russes pour SVD Dragunov, ou comme j'en ai parlé, sur la Scrom J8 qui équipe nos FR-F2. Le principe est simple, le tireur repère une cible à taille humaine, place le visuel dessus, et en fonction de la taille de la cible et des traits, cela lui indique la distance. Une petite plaque au-dessus de la lentille rappelle les distances. C'est tout de même impressionnant de constater que ce système a été mis en place dès 1913 sur des lunettes. La lunette est maintenue sur l'arme par un rail latéral. Sur le bras fixant la lunette au rail se trouvent 2 molettes qui vont permettre l'ajustement en élévation et en latéral. La grosse molette avant permet l'élévation, ici en position basse, et là au maximum à 3 milliards. La petite molette permet donc l'ajustement latéral. Sur le dessus de la lunette se trouve une plaque métallique rappelant les réglages de la lunette. Même si cette Warner & Swasey M13 n'est pas la meilleure lunette de la Première Guerre mondiale, elle sera aussi équipée sur quelques fusils mitrailleurs Hotchkiss M1909 adoptés par l'armée américaine, et côté canadien aussi sur les Ross Mk3, mais pour ce dernier on en reparlera dans une autre vidéo.
Si l'armée américaine était partie sur la Warner & Swasey, les Marines, eux, choisiront la Winchester A5. J'ai déjà parlé de cette lunette sur la chaîne, mais brièvement, la Winchester A5 est une bonne lunette avec une puissance de x5. Enfin, on la trouvait aussi en x3 et x4, mais c'est la x5 qui fut retenue par les Marines. L'avantage énorme, c'est que le montage est sur le dessus du fusil, ce qui rend le tir nettement plus confortable. Par contre, il ne faut pas oublier que la lunette est flottante, et qu'il faudra donc la replacer après chaque tir. Cette Winchester A5 sera d'ailleurs toujours utilisée durant la Seconde Guerre mondiale. Une copie sera fabriquée vers la fin de la guerre avec une puissance de 2,6, mais la production ne sera pas lancée car l'armistice sera signé. Outre le fusil de sniper, le 1903 eut durant le premier conflit quelques versions et accessoires assez intéressants qu'on va balayer brièvement. Un silencieux a été créé en 1909 par la firme Maxim. Après des tests, il s'avérait que le volume sonore était diminué de moitié. L'idée était bien évidemment que cela permettrait aux tireurs d'être difficilement localisés. Mais finalement l'idée fut abandonnée car ce n'était pas concluant. Autre équipement intéressant, un chargeur de 25 cartouches a aussi été développé. En fait, le principe n'est pas nouveau et était déjà présent dans l'armée allemande sur les G98. Dans l'idée, ces chargeurs pouvaient être équipés sur les 1903 placés sur les périscopes de tranchée. Sinon, le chargeur était trop encombrant, sans parler du poids supplémentaire sur le fusil, et était peu utilisé au combat. Au début de l'année 1918, Springfield Armory produisit le Air Service Rifle, simplement en 1903 avec le chargeur de 25 coups, avec une crosse raccourcie et un fût allégé. Et enfin celui que beaucoup connaissent, le Pedersen Device. Ce système permet simplement de transformer le Springfield 1903 en un fusil semi-automatique. Ouais, rien que ça. Il suffit de retirer la culasse et d'y insérer le système. Le boîtier possède une ouverture sur le côté qui permet d'insérer un chargeur de 40 cartouches. On gagne énormément en capacité, mais on perd en puissance de feu puisqu'il s'agit de cartouches de pistolet, équivalentes au 7,65 long français. L'idée étant que le soldat US puisse utiliser son fusil normalement depuis la tranchée, mais qu'au moment d'un assaut, il le convertit en fusil semi-automatique. C'est très intéressant d'un point de vue tactique et le général Pershing va ordonner la commande de 100 000 puis 500 000 pièces de ce système, tellement l'idée était séduisante. Mais encore une fois, la fin de la guerre mit un terme à la production du Pedersen Device vers les 65 000 unités. Finalement, le système sera stocké dans les réserves américaines pour être détruit dans les années 30. Les exemplaires restants sont donc très prisés des collectionneurs, car très rares et aussi très chers. Un autre fusil était en dotation dans l'armée US durant la Grande Guerre, c'est l'US-17, dont on parlera plus en détail un jour. Si cet US-17 est plus que convenable, il fut néanmoins mis en stock et le Springfield 1903, véritable arme made in America, resta le fusil réglementaire. La production des M1903 cessera vers 1927, les stocks ayant été suffisamment remplis. À partir de 1929, une nouvelle version apparaîtra, simplement renommée M1903A1. Ce A1 se différencie simplement du 1903 de la Grande Guerre par sa poignée pistolet sur la crosse. La version A2 est un 1903 utilisé pour l'entraînement à l'artillerie. C'est une version que vous ne verrez probablement jamais. En 1935, les États-Unis adoptent le célébrissime M1 Garand, qui doit remplacer en masse les Springfield 1903. Mais installer les machines dans les manufactures et former les ouvriers prend du temps. Et nous sommes en 1941, le Japon attaque les États-Unis qui entrent alors en guerre. Il n'y a clairement pas assez de M1 Garand pour tout le monde. Le 1903 est remis en production en mai 1942, ce qui donna naissance au 1903 A3. Simplement, le 1903 est une version simplifiée du A1. On le voit tout de suite, la poignée pistolet a disparu, ainsi que la rainure de préhension latérale dans le bois. Je précise quand même que certains A3 recevront tout de même une crosse de type C, soit avec la poignée pistolet. La hausse sur le boîtier disparaît afin de faciliter le travail du bois, et une nouvelle hausse à œilleton, comme sur l'USM1, est placée sur l'arrière du fusil. Il y a beaucoup d'autres modifications, mais voici les principales. Le but était surtout de simplifier la production dans les usines. Cela n'empêche pas le A3 d'être aussi bon que son aîné le A1, surtout que sa hausse bénéficie aussi d'un œilleton, ce qui avait été apprécié sur l'US-17. Et on va arriver à la version qui est le véritable fusil de sniper américain de la Seconde Guerre mondiale. Logiquement, si vous avez suivi jusqu'ici, le A4. Si les Américains avaient été plutôt précurseurs en adoptant la Warner & Swasey dès 1908, à l'entrée de la Seconde Guerre mondiale, ils sont plutôt à la rue concernant les fusils à lunettes. Il faudra attendre janvier 1943 pour que l'armée US ordonne à Remington de fabriquer des fusils de sniper basés sur le A3. C'est assez simple de le distinguer, il n'a ni guidon ni hausse et est équipé directement d'une lunette. La lunette de base est une copie de la Weaver 330C, offrant une puissance de 2,2. Le réticule est une simple croix. Alors petit problème avec ce A4, comme vous l'avez remarqué, il n'y a ni hausse ni guidon. Donc le tireur ne peut qu'utiliser la lunette.
Autant dire tout de suite que si la lunette est cassée ou défectueuse, le fusil est tout de suite inutilisable. En plus, cette copie était réputée comme fragile. Alors bien sûr, la lunette se détache facilement du fusil pour être transportée dans un étui hors combat, mais le fusil, lui, reste sans organe de visée. La production de ces A4 cessera en juin 1944, car la priorité sera donnée au M1 Garand version Sniper, soit le M1C. Du côté des Marines, le choix va être différent. L'USMC, soit l'US Marine Corps, avait une tradition de tir de précision bien plus ancrée que l'armée régulière, et leur choix va se porter sur la lunette que je vous montre aujourd'hui, une Unertel x8. Ces fusils ne seront pas des A4, mais bien des A1 sélectionnés pour leur précision et équipés dans l'arsenal des Marines de Philadelphie de cette nouvelle lunette Unertel x8. Le nom de l'arme devient le Model of 1941 Sniper Rifle. Cette lunette est bonne et offre un bon champ de vision malgré son grossissement de x8 et capture correctement la lumière. La lunette est, comme la Winchester A5, flottante. C'est-à-dire qu'il faudra la replacer après chaque tir. Il existe cependant un système de ressort qui permet à la lunette de simplement revenir en place, comme ici dans la vidéo. Mais il s'est avéré que dans la pratique et surtout sur les théâtres d'opération du Pacifique, la Unertel ne tenait pas bien le coup. Tant et si bien qu'à partir de février 1944, l'USMC adoptera aussi le 1903 A4 avec sa lunette Weaver 330C. A noter tout de même qu'au début du conflit, les Marines continueront à utiliser des 1903 A1 équipés de la Lyman A5, soit une copie de la Winchester A5. Les 1903 A4 furent encore employés durant la guerre de Corée et même, paraît-il, jusqu'au Vietnam. Une lunette différente fut employée après 1945, la M84, qui était la lunette employée aussi sur le Garand M1C. Le Springfield 1903 a une durée de vie très longue dans l'armée américaine. Si les besoins en armes au début de la Seconde Guerre mondiale l'ont remis sur le devant de la scène, cela reste un excellent fusil. Et si la majorité des troupes US durant la Première Guerre mondiale furent équipées de l'US Rifle Model of 1917, le fusil M1903 eut une excellente réputation auprès des tireurs. Il en sera de même durant la Seconde Guerre mondiale, que ce soit durant la guerre du Pacifique en attendant l'arrivée des M1 Garand, ou en Europe en tant que fusil de tireur d'élite. A noter aussi que les forces françaises libres percevront aussi des Springfield 1903. Aujourd'hui, le 1903 est le roi des podiums du tard, ce qui montre bien que ce fusil est excellent. Les prix montent par contre beaucoup trop à mon goût. On verra dans une autre vidéo qui sortira beaucoup plus tard le fusil en pratique, en face à face avec un autre fusil à lunettes, lui aussi très prisé des pas de tir. Voilà, la vidéo touche à sa fin sur le 1903 de Sniper. Merci énormément au propriétaire de ces deux très beaux fusils qui m'a permis de tirer avec et de vous partager les images. Merci au président du club qui nous a autorisé à tirer et à filmer durant cette journée. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager la vidéo, ça aide au référencement de celle-ci. Je vous remercie et à très bientôt. Petit roux, Théo? Autant que ça puisse l'être. Ok. Je sais pas, je vais continuer sur du gong peut-être. Tu fais quoi toi? Moi, je fais la cible jaune de gauche. Ok. Ouais, je l'ai réglé il y a 2 semaines, celui-là, ça devrait aller quand même. Et toi, Tom? Celle de droite, du coup, la gong. Ok. Bon, bah, je passe en réduction minime, comme ça j'ai 2 cibles. Ouais, et pitié de mon arcade sourcilière, s'il te plaît. Prêt? Bon pour toi? C'est bon? Ouais. Ouais. Headshot. Headshot.